Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vous explique le fonctionnement de la minuterie pour lampe 230 volts dont le montage vous a été présenté lors de la vidéo précédente. La vidéo d'aujourd'hui est répartie en 8 points. Dans la première partie, je ferai une petite introduction sur la minuterie. Dans la deuxième partie, je vous présenterai le N555. Dans la troisième partie, je ferai une petite présentation du relais G2R24 en 12 volts. La quatrième partie sera consacrée à la constitution du circuit. La cinquième partie traitera du fonctionnement à proprement parler de ce circuit. Dans la sixième partie, nous verrons tous les calculs qui ont été nécessaires pour pouvoir définir les composants, pour pouvoir réaliser donc, le circuit. La septième partie traitera de la résistance de tirage présente dans ce circuit. Et la huitième partie parlera donc de la diode de roue libre qui est raccordée en parallèle à la bobine du relais. Avant d'aborder tout ce programme assez riche, je laisse place au générique d'introduction et vous dis à tout de suite. Cette minuterie permet de commander temporairement une lampe 230 volts, notamment dans une cage d'escalier, voire même une lampe de chevet. Pour cette expérience, la lampe 230 volts est remplacée par une LED blanche et une alimentation de 9 volts. L'entrée de ce circuit est activée par un bouton poussoir. La sortie ne changera d'état que si l'on appuie sur le bouton poussoir pour l'activer ou attendre la fin de la temporisation pour la désactiver. Un appui répété sur le bouton poussoir ne changera pas la durée de la temporisation. Le N555 est un circuit intégré soit de technologie TTL, soit CMOS. J'utilise ici une puce de technologie TTL. Il possède 8 broches dont les pattes 1 et 8 servent à alimenter celui-ci. Sa tension d'alimentation est comprise entre 5 et 18 volts et sa sortie peut débiter une intensité maximum d'environ 225 mA. La tension d'alimentation du montage sera ici de 12 volts. C'est un circuit intégré permettant un large choix d'applications, entre autres les circuits de base avec celui-ci tels que le bistable, l'oscillateur instable, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse, car c'est dans ce mode que nous l'utiliserons, le monostable, autrement dit le temporisateur. En ce qui concerne son brochage, la broche 1 c'est la broche négative, elle sera reliée au 0 V de l'alimentation. La broche 8 c'est la broche positive, elle sera connectée à la tension d'alimentation. La broche 2 c'est la broche d'activation, activable avec un niveau logique bas et qui est raccordée intérieurement à un comparateur dont la tension de référence est 1/3 de la tension d'alimentation. La broche 3 est la sortie du circuit. La broche 4, c'est la broche de réinitialisation, activable avec un niveau logique bas et non utilisée ici. La broche 5, c'est la broche de contrôle du circuit, connectée intérieurement aux 2/3 de la tension d'alimentation via un pont diviseur de tension entre les broches 1 et 8. La broche 6, c'est la broche de seuil, connectée intérieurement à un second comparateur dont la tension de référence est les 2/3 de la tension d'alimentation. La broche 7, c'est la broche de décharge utile pour permettre au condensateur externe de se décharger via un transistor interne. J'utiliserai tout le N555, à savoir les broches 1 à 8. J'utilise un N555 fabriqué par Texas Instruments, mais un N555 d'un autre fabricant peut être utilisé. Je me suis aidé de sa documentation pour le montage. Le relais G2R24 possède 8 broches dont 2 sont reliées à la bobine. Celle-ci permettra au relais de coller une fois qu'elle est parcourue par un courant suffisant. Les autres broches sont les contacts de celui-ci. La tension nominale de sa bobine est de 12 volts et consomme 70 mA et ces contacts peuvent supporter une intensité de 5 A sous une tension de 250 volts en courant alternatif ou
une intensité maximale de 5 ampères sous une tension de 30 volts en courant continu. C'est un relais assez simple à utiliser car il ne contient qu'une bobine et 2 inverseurs. Concernant son brochage, les broches 1 et 8 sont reliées à la bobine. La broche 2 c'est le contact normalement fermé du premier inverseur. La broche 3 c'est la borne commune du premier inverseur. La broche 4 c'est le contact normalement ouvert du premier inverseur. La broche 5 c'est le contact normalement ouvert du second inverseur. La broche 6 c'est la broche commune du second inverseur. Et la broche 7 c'est le contact normalement fermé du second inverseur. Je n'utiliserai qu'une partie du relais, à savoir les broches 5, 6, 7, 8 et 1. L'autre inverseur n'est pas utilisé. J'utilise un relais fabriqué par Omron dont la référence est G2R24 12 volts en courant continu. Mais vous pouvez utiliser un relais d'un autre fabricant en faisant cependant attention à la tension nominale de la bobine. Je me suis aidé de sa documentation pour le montage. Si vous utilisez un relais d'un autre fabricant, téléchargez la documentation qui lui correspond. Comme démontré dans la vidéo précédente, pour fabriquer ce circuit, nous aurons besoin d'un transistor NPN BC547B ou équivalent, d'un NE555, d'une résistance de 10 kΩ de 1 ou 5% de tolérance, d'une résistance de soit 23,2 kΩ de 1% de tolérance, soit 20 kΩ de 5% de tolérance. Concernant cette valeur, je n'en ai pas, donc je n'ai pas le choix d'utiliser une valeur de 22 kΩ. Il faudra également une résistance de soit 22,6 kΩ de 1% de tolérance, soit 22 kΩ de 5% de tolérance. Il faudra une résistance de soit 365 ohms à 1% de tolérance, soit 390 ohms à 5% de tolérance. Il faudra également une résistance de soit 249 ohms à 1% de tolérance, soit 270 ohms à 5% de tolérance. Il faudra ensuite un condensateur électrolytique de 470 microfarad. Il faudra également un condensateur céramique ou plastique de 10 nanofarads, une LED verte de 5 mm et une LED blanche de 5 mm, celle-ci symbolise la lampe de 230 volts, deux diodes de redressement EN4007, un relais bobine 12 volts dont je vous ai fait la présentation juste avant. Il faudra également un interrupteur de mise sous tension. Il faudra un bouton poussoir normalement ouvert, une breadboard, des fils de câblage, une alimentation en courant continu de 12 volts et une alimentation en courant continu de 9 volts. Celle-ci représente la tension de 230 volts du secteur. Bien entendu, toutes les résistances utilisées peuvent dissiper une puissance de 1/4 de watt. Au moment de la mise sous tension, aucune LED n'est allumée et le relais est dans sa position initiale car le temporisateur n'a pas été déclenché. En effet, la minuterie ne sera enclenchée que si la broche de déclenchement du NE555 ne soit activée. La broche de déclenchement est maintenue à un niveau logique haut grâce à la résistance de tirage à 12 volts ou de pull-up de 10 kΩ reliée entre cette entrée et la tension d'alimentation VCC. Un appui sur le bouton poussoir SE va appliquer une tension inférieure à 1/3 de la tension d'alimentation sur l'entrée de déclenchement qui sera ainsi forcée à l'état logique bas car le courant traversera la résistance pour rejoindre le pôle inverse par le bouton poussoir SE. De cette façon, le NE555 place sa sortie à un niveau logique haut, permettant à celle-ci de faire circuler une intensité le temps de la temporisation. Le courant sortant de la broche 3 du NE555 se dirige vers la résistance R3 de 22 kΩ qui va limiter l'intensité se dirigeant vers la base du transistor QE. Quand le courant traverse la résistance R3 et arrive sur la base du transistor QE, celui-ci devient passant et laisse circuler un courant au travers de sa jonction collecteur-émetteur dont l'intensité est limitée par la résistance R4 avant de traverser la LED verte et par la même occasion, il traverse la bobine du relais.
Par conséquent, la LED verte s'allume et le relais permet de ces contacts, permettant à l'ampoule, représentée par la LED blanche, de s'allumer. À la fin de la temporisation, le NE555 place sa sortie à un niveau logique bas, ce qui ne permettra plus une intensité en provenance de celle-ci. Par conséquent, la LED verte s'éteint et les contacts du relais reprennent leur position initiale car la bobine de celui-ci n'est plus traversée par un courant. Parlons un peu du fonctionnement du NE555 en mode monostable. Le NE555 peut être utilisé comme minuterie jusqu'à 10 minutes, une temporisation plus longue ne serait pas assez précise. Dans cette configuration, on peut également l'appeler temporisateur. Un bref appui sur le bouton poussoir SE permet de placer la broche de déclenchement, qui est la patte 2 du NE555, à une tension inférieure à 1/3 de la tension d'alimentation, ce qui active le comparateur relié en interne à cette broche, activant l'entrée 7 de la bascule interne du NE555. Par conséquent, la sortie qui est la patte 3 bascule vers un niveau logique haut et le transistor relié à la broche de déchargement au niveau de la patte 7 est bloqué, permettant au condensateur CE de se charger par l'intermédiaire de la résistance R2. Les broches de seuil et de déchargement qui sont les broches 6 et 7 sont reliées au condensateur CE. La broche 6 surveille la tension aux bornes du condensateur CE et détecte quand cette tension atteint les 2/3 de la tension d'alimentation, qui a pour effet d'activer un second comparateur relié intérieurement à la broche 6. Ce comparateur active l'entrée reset de la bascule interne du NE555, basculant la sortie de celui-ci vers un niveau bas, rendant le transistor interne passant, ce qui permet au condensateur CE de se décharger par la broche 7. Pour recommencer le cycle, il faut appuyer à nouveau sur le bouton poussoir SE. Les formules mathématiques qui ont été utilisées afin de définir la valeur des composants sont reprises dans cette partie. Commençons par la tension d'alimentation. La diode EN4007 reliée en série à l'alimentation crée une chute de tension de 0,7 V. Ainsi, la tension d'alimentation du circuit est calculable à l'aide de cette formule VCC égale UBAT moins UD, où VCC est la tension d'alimentation en courant continu, UBAT est la tension de la batterie et UD est la tension de seuil de la diode. Appliquons la formule avec la valeur des composants. VCC égale UBAT moins UD, ou 12 V moins 0,7 V, ce qui donne une tension d'alimentation en courant continu de 11,3 V. Cette valeur sera utile pour les formules qui vont suivre. Parlons de la résistance de base du transistor. Pour définir la résistance de base du transistor, il faut d'abord calculer l'intensité IB à l'aide de la formule suivante. IB égale ILED plus IREL divisé par bêta, où IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor, ILED est l'intensité qui devra traverser la LED, IREL est l'intensité qui devra traverser la bobine du relais, et bêta est le gain du transistor. Dans le cas d'un transistor BC547B, son gain est compris entre 200 et 450, et c'est le gain minimum qu'il faudra utiliser dans la formule, en l'occurrence 200, afin d'assurer la saturation de celui-ci. Appliquons la formule avec la valeur des composants. IB égale ILED plus IREL divisé par bêta, ou 20 mA plus 70 mA divisé par 200, soit 90 mA divisé par 200, ce qui donne une intensité de base de 450 microampères. Cette valeur sera utilisée pour définir la résistance à relier à la base de ce transistor via cette formule. RB égale VCC moins USAT divisé par IB, où RB est la résistance à relier à la base du transistor, VCC est la tension d'alimentation en courant continu, USAT est la tension de seuil du transistor, et IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor. Appliquons maintenant la formule avec la valeur des composants. RB égale VCC moins USAT divisé par IB, ou 11,3 V moins 0,7 V divisé par 450 microampères, soit 10,6 V divisé par 450 microampères,
ce qui donne une résistance à relier à la base de 23,555 kΩ. Comme je ne possède que des résistances d'une tolérance de 5%, la valeur normalisée la plus proche de 23,555 kΩ de la série E24 et que j'ai à disposition est 22 kΩ. Pour calculer l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor QE, nous utiliserons la formule suivante. IB égale VCC moins USAT divisé par RB. Calculons l'intensité avec une résistance de 22 kΩ à 5%. IB égale VCC moins USAT divisé par RB, ou 11,3 volts moins 0,7 volts divisé par 22 kΩ, soit 10,6 volts divisé par 22 kΩ, ce qui donne une intensité de base de 480 microampères. L'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor QE est de 480 microampères avec la résistance de 22 kΩ à 5%. Si les résistances que vous utilisez ont une tolérance de 1%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 23,555 kΩ est 23,2 kΩ. Calculons l'intensité avec une résistance de 23,2 kΩ à 1%. IB égale VCC moins USAT divisé par RB, ou 11,3 volts moins 0,7 volts divisé par 23,2 kΩ, soit 10,6 volts divisé par 23,2 kΩ, ce qui donne une intensité de base de 450 microampères avec la résistance de 23,2 kΩ à 1%. Parlons de la résistance de limitation de LED. Pour éviter que la LED grille, il faut la protéger avec une résistance dont sa valeur est calculée via cette formule RLED égale VCC moins ULED divisé par ILED, où RLED est la résistance à relier à la LED, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. Appliquons la formule avec la valeur des composants. Commençons déjà avec la LED verte. RLED égale VCC moins ULED divisé par ILED, ou 11,3 volts moins 4,14 volts divisé par 20 mA, soit 7,16 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une résistance à relier à la LED de 358 ohms. Pour des résistances de tolérance à 5%, la valeur normalisée de la série E24 juste au-dessus de 358 ohms et que j'ai à disposition est 390 ohms. On peut savoir l'intensité qui traversera la LED verte avec la résistance de 390 ohms en utilisant la formule suivante. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, ou 11,3 volts moins 4,14 volts divisé par 390 ohms, soit 7,16 volts divisé par 390 ohms, ce qui donne une intensité traversant la LED de 18 mA avec la résistance de 390 ohms à 5%. Si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance, la valeur normalisée de la série E96 juste au-dessus de 358 ohms est 365 ohms. Calculons l'intensité qui traversera la LED verte avec une résistance de 365 ohms à 1%. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, ou 11,3 volts moins 4,14 volts divisé par 365 ohms, soit 7,16 volts divisé par 365 ohms, ce qui donne une intensité qui traversera la LED de 19 mA avec la résistance de 365 ohms à 1%. Enchaînons maintenant avec la LED blanche. RLED égale VCC moins ULED divisé par ILED, soit 9 volts moins 4,15 volts divisé par 20 mA, soit 4,85 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une résistance à raccorder à la LED blanche de 242,5 ohms. Pour des résistances de tolérance de 5%, la valeur normalisée de la série E24 juste au-dessus de 242,5 ohms est 270 ohms. Calculons l'intensité qui traversera la LED blanche avec la résistance de 270 ohms à 5%. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, ou 9 volts moins 4,15 volts divisé par 270 ohms, soit 4,85 volts moins 270 ohms, ce qui donne une intensité qui traversera la LED blanche de 17 mA avec la résistance de 270 ohms à 5%.
Si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance, la valeur normalisée de la série E96 juste au-dessus de 242,5 ohms est de 149 ohms. Calculons l'intensité qui traversera la LED blanche avec une résistance de 249 ohms à 1%. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, ou 9 volts moins 4,15 volts divisé par 249 ohms, soit 4,85 volts divisé par 249 ohms, ce qui donne une intensité qui traversera la LED blanche de 19 mA avec la résistance de 249 ohms à 1%. Abordons maintenant la temporisation de la minuterie. Afin de définir la durée de la temporisation d'une minuterie, elle doit également être calculée. Celle-ci est calculable à l'aide de la formule suivante. T égale 1,1 fois R fois C, où T est la durée de l'impulsion en secondes, R est la valeur de la résistance en ohms, et C est la valeur du condensateur en farad. Admettons que nous souhaitons une impulsion de 10 secondes et que nous utilisons un condensateur de 470 microfarads. Il faudra donc définir la valeur de la résistance en transformant la formule de cette façon. R égale T divisé par 1,1 fois C. Calculons la résistance de temporisation avec la valeur des composants. R égale T divisé par 1,1 fois C, ou 10 secondes divisé par 1,1 fois 0,000470 farads, soit 10 secondes divisé par 0,000517, ce qui donne une valeur de résistance de 19 342 ohms ou 19,342 kΩ. En utilisant des résistances à 5% de tolérance de la série E24, la valeur normalisée la plus proche de 19,342 kΩ est 20 kΩ. Je précise que n'ayant pas la valeur de 20 kΩ à disposition, j'ai utilisé une résistance de 22 kΩ avec laquelle j'obtiens une temporisation de 11,374 secondes. En utilisant des résistances à 1% de tolérance de la série E96, la valeur normalisée la plus proche de 19,342 kΩ est 19,1 kΩ. La broche de déclenchement du NE555, qui est sa patte 2, est maintenue à un niveau logique haut grâce à la résistance de tirage à VCC ou de pull-up de 10 kΩ reliée entre cette broche et la ligne positive de la breadboard. Grâce à cette résistance, on a la certitude d'avoir une tension supérieure aux 2/3 de la tension d'alimentation sur cette entrée quand le bouton poussoir est relâché. Je reprécise que cette entrée a besoin d'un niveau logique bas pour pouvoir être activée. Cette résistance est utile pour éviter que l'entrée soit non connectée, autrement dit flottante, en évitant par la même occasion tout dysfonctionnement provoqué par les signaux parasites causés par un niveau logique indéfini au niveau de cette entrée. Sur le schéma, on aperçoit une diode de redressement EN4007 reliée en parallèle à la bobine du relais, la cathode vers le positif. Cette diode, qui est la diode de roue libre, va servir à protéger le transistor contre les pics de tension provoqués par la bobine du relais dès que le transistor devient bloquant. En effet, quand le transistor devient bloquant, l'énergie emmagasinée par la bobine du relais est restituée d'un coup dans le sens contraire, ce qui pourrait détruire le transistor. Pour prévenir ce pic de tension, on place une diode en parallèle à la bobine, offrant ainsi un chemin au courant, lui permettant de se faire résorber en passant par la diode, puis en traversant à nouveau la bobine et ainsi de suite. Autrement dit, le courant va tourner en rond dans l'ensemble diode et bobine en devenant de plus en plus faible suite à la chute de tension provoquée par la diode. Nous arrivons au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous a plu. Ainsi, lors des explications du fonctionnement, nous avons pu constater qu'il est tout à fait possible d'utiliser un transistor en mode saturation comme intermédiaire entre un circuit intégré et un relais. En effet, la sortie du NE555, une fois placée sous un niveau logique haut, sature le transistor qui, lui, à son tour, va commander le relais le temps de la temporisation. Toutes les sources ainsi que les schémas et le script de cette vidéo sont placés dans la description. Concernant la suite, je continuerai sur la lancée
des transistors en mode saturation en vous présentant un autre circuit très simple. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques. À bientôt sur Proto Électronique.